Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Inclusion for Change, l'émission sur l'égalité des chances au travail. Aujourd'hui, nous parlons de l'emploi des seniors, ces travailleurs et travailleuses que l'on désigne ainsi dès l'âge de 45 ans, ce qui pose en soi question. Les chiffres de l'emploi qui les concernent ne sont pas bons, ce que nous verrons en première partie grâce à la chronique de Marie Larsonneau de la FMD, notre partenaire sur cette émission. Bonjour Marie. Bonjour Judith. Nous emmènerons ensuite en reportage sur le sommet national de l'emploi des seniors qui a été lancé à l'initiative de l'association Senior Force Plus et qui a eu lieu le jeudi 11 décembre dernier sous le haut patronage du président de la République. Et enfin, nous débattrons en plateau avec nos deux invités, Isabelle Gire, responsable de la prospective à l'APEC, et Laetitia Vito, conférencière, podcasteuse et autrice de La Tout Âge, 64 clés pour transformer la diversité générationnelle en force, publié cette année chez Erol. C'est parti pour Inclusion for Change. Marie, quel est le contexte démographique qui met sur le devant de la scène l'enjeu de l'emploi des seniors ? Alors Judith, l'OIT a publié en avril 2025 un working paper intitulé Changement démographique en Europe et Asie centrale, traiter l'enjeu de la diminution et du vieillissement de la main-d'œuvre. Et parmi les nombreux enseignements des auteurs, on nous explique qu'en 2024, pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans, 28 sont âgées de 65 ans et plus. Et ce ratio, d'ici 2050, va probablement passer à 43%. Ça aura bien évidemment des impacts sur la croissance du PIB, sur la protection sociale et sur la gestion de la main-d'œuvre qui, elle, devrait diminuer de 10 millions de travailleurs et travailleuses d'ici 2050. Et quelles sont les réponses politiques à ces changements ? Alors, ces changements démographiques qui vont nécessiter des réponses politiques multifacettes pour maintenir non seulement la résilience économique, mais aussi le maintien des niveaux de vie. Une des propositions qui est faite et qui nous paraît totalement judicieuse, c'est d'agir dès maintenant pour compenser ces départs sur l'accélération de politiques qui visent à inclure des groupes qui sont aujourd'hui sous-représentés dans le monde du travail, à savoir les femmes, les personnes en situation de handicap, les populations immigrées, et ce précisément sur les métiers en tension. Et quels sont les constats qui concernent spécifiquement la France ? Donc, en France, les constats sont les mêmes. En 2024, 60% des personnes âgées de 55 à 64 ans ont un emploi contre 83% des 25-49 ans. Et certes, le taux d'emploi des seniors, il continue d'augmenter, c'est une bonne chose, et ce depuis qu'il est mesuré, depuis 1975. Néanmoins, ce taux, il chute à 39% pour la tranche 60-64 ans, ce qui est en fait bien en dessous de la moyenne européenne, qui est, elle, à 51%. Et quels cadres peuvent changer cette situation alarmante ou sont en train de commencer à changer les choses ? Alors la loi numéro 2025-984 du 24 octobre dernier modifie plusieurs dispositions du Code du travail en ce sens, notamment pour faciliter le recrutement des travailleurs et demandeurs d'emploi expérimentés, soutenir aussi leur maintien dans l'emploi. Des dispositions qui sont donc relatives à l'assurance chômage, à la transition professionnelle des salariés. Pour les responsables RH, concrètement, cela va imposer un travail de fond sur les politiques de gestion des âges, sur une planification aussi qui va être long terme et un véritable dialogue social. Et là où moi j'aimerais attirer l'attention, c'est en fait sur ce sas de précarité qui correspond à la période de précarité juste avant la retraite, c'est-à-dire une situation où les travailleurs et surtout les travailleuses ne sont ni en emploi ni en retraite. On appelle ça donc les NER. Et à 60 ans, 25% des travailleurs, des travailleuses sont privés d'emploi. Ces situations sont les plus fréquentes pour les ouvriers, les ouvrières, les employés. Et l'alerte qui est faite par les associations, c'est qu'après 62 ans, ce sont majoritairement des femmes qui sont dans des situations d'inactivité, sans revenus ou complètement au chômage. Donc, une situation alarmante, des défis qui sont grands et on espère que les moyens pour y faire face le seront tout autant. Bien, un grand merci Marie pour tout cet état des lieux extrêmement complet. Avant d'entamer nos échanges avec nos invités, je vous propose de découvrir le reportage que nous avons donc tourné lors du sommet national de l'emploi des seniors, qui a été organisé par l'association Senior Force Plus le jeudi 11 décembre dernier.
La cause, c'est faire en sorte que le taux d'emploi des seniors soit plus important dans notre pays. On est un peu en retard, on n'a que 60% des 55-64 ans qui travaillent. C'est pas assez. La moyenne européenne est à 65. C'est très important parce que d'abord pour les entreprises, c'est de l'expérience, c'est des compétences qui sont un peu gâchées si les gens arrêtent de travailler trop tôt. Au plan économique aussi, on a besoin que de ce travail, de ces cotisations, notamment pour l'équilibre de la sécurité sociale. Et puis c'est aussi un gâchis de performance des entreprises parce que je suis convaincu que ces gens-là peuvent apporter encore beaucoup pour la performance des entreprises. Alors pour aider à cette cause, il y a quelques semaines, une loi a été votée au Parlement. Et dans cette loi, il y a justement un contrat spécifique pour les seniors qui rend l'embauche des seniors plus facile, qui permet de valoriser les expériences qui ont été acquises par les seniors et qui permet de se caler sur la durée nécessaire pour que les seniors trouvent leur place dans cette entreprise. Donc c'est un outil juridique qui est plus souple qu'un contrat de travail normal et qui permet à une entreprise plus facilement de recruter des seniors. Je veux aussi qu'on aide Senior Force Plus, qui est l'association qui organise ce congrès aujourd'hui. Vraiment, ce sont des bénévoles, ce sont tous des hommes et des femmes d'entreprise. Ils ont mis au point un Senior Score pour aider les entreprises à s'évaluer dans ces politiques-là. Le Senior Score et le guide GRASP permet aux entreprises d'améliorer l'emploi des seniors. Très concrètement, l'entreprise utilise le Senior Score pour évaluer l'employabilité des seniors dans l'entreprise. Alors nous, on n'accompagne pas au niveau service, donc on met à la disposition de nos entreprises donc, des outils, un outil d'évaluation, un outil de recommandation. Après, si l'entreprise veut des prestataires de services, elles peuvent s'appuyer sur tout le réseau de partenaires que nous avons avec nous. Quand ça a été utilisé, on a bien vu que les entreprises françaises n'étaient pas trop en avance, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'on a de belles marges de progrès. Moi, je suis un optimiste, vous savez. Donc au fond, c'est pas une bonne nouvelle que le score soit pas très bon, mais c'est une très bonne nouvelle d'avoir envie de l'améliorer. Voilà, je suis convaincu que très vite, en mobilisant les entreprises, nous allons progresser sur le taux d'emploi des seniors dans notre pays. Donc à ce jour, en termes d'évaluation, les entreprises sont plutôt entre la lettre C et la lettre E. Donc ça veut dire que la marge de progrès est énorme. Cependant, on a deux entreprises qui sont un peu meilleures que les autres. Schneider A, AXA plutôt B. Chez Schneider Electric, le programme senior, c'est un programme au niveau groupe qui a deux parties importantes. Le premier, c'est la formation pour tous les seniors et leurs managers pour avoir des conversations de carrière chaque année. Et le deuxième élément, c'est de nous rassurer que dans chaque pays, on a ces entretiens, mais on a également au moins 3 offres, 3 dispositifs en place pour aider les seniors et toutes les différentes aspirations qu'ont les seniors. Nous, on va agir au ministère du Travail. Vous savez, notre bras armé dans la mise en œuvre de nos politiques, c'est France Travail, qui est une très belle agence qui fait partie du ministère. Et on a demandé à France Travail de monter un outil spécifique, un accompagnement spécifique pour les seniors. Donc c'est Atout Senior. Voilà, donc on l'a testé dans pas mal de nos agences. C'est un vrai succès. 84% des seniors qui sont passés dans ce programme ont retrouvé une orientation professionnelle. Donc on a décidé de le déployer dans toute la France. Oui, France Travail a lancé une campagne importante cet été pour permettre à tous les talents d'être recrutés en entreprise, dont les plus de 50. Et cette campagne, elle est utile parce que pour moi, il est essentiel de communiquer pour faire bouger les représentations, les biais qui continuent d'exister dans les entreprises. L'histoire est difficile à changer et donc faire en sorte que les 50+ soient vus comme des personnes compétentes et non pas par rapport à leur âge est vraiment essentiel. Nous sommes de retour sur le plateau d'Inclusion for Change pour parler de l'emploi des seniors en compagnie d'Isabelle Gire, responsable de la prospective chez l'APEC et avec Laetitia Vito, conférencière, autrice notamment de l'Atoutage, 64 clés pour transformer la diversité générationnelle en force, publié cette année chez Erol. Merci à vous deux d'être avec nous sur ce plateau. Isabelle, je commence par vous. Votre rapport Futur du travail, qui a été publié en octobre 2025, expose 5 chocs majeurs pour le monde du travail et notamment pour les cadres et le chemin à parcourir pour s'y préparer. Parmi ces chocs, il y a le choc démographique. Est-ce que vous pouvez le définir et expliquer les conséquences que cela couvre sur l'emploi ? Alors,
souvent en prospective, c'est un des premiers éléments qu'on va regarder, c'est effectivement celui de la démographie et comment la démographie mondiale, européenne et française se décline. Et il se trouve qu'en ce moment, la démographie est quand même quelque chose qui est une tendance très lourde, on parle même de méga tendance aujourd'hui, avec un vieillissement massif de la population qui est globalement mondial. Alors, on aime beaucoup les chiffres en prospective, donc je vais vous en livrer quelques-uns. On parle même globalement d'un effondrement mondial de la population. Alors, il y a beaucoup de prédictions qui l'amènent aux années 2080, voire certains qui l'amènent beaucoup plus tôt, à partir de 2045-2050. Mais on a une accélération aujourd'hui massive et en fait, on est un peu pris en étau entre d'un côté un vieillissement de la population et de l'autre côté une baisse de la natalité qui est très marquée dans beaucoup de pays, en Europe, aux États-Unis, mais aussi beaucoup en Asie, avec plusieurs facteurs, la montée du célibat, le recul de l'âge du premier enfant. En Europe, c'est plutôt 32 ans maintenant, donc avec un allongement d'études en tout cas pour les cadres. Ça veut dire que du coup, la fenêtre pour faire des enfants, elle se réduit de plus en plus. Et puis, il y a 30% de femmes en France qui refusent d'avoir un enfant, donc on a vraiment un recul aussi du souhait de parentalité. Aujourd'hui, pour parler des seniors, en 2050, on annonce qu'il y aura à peu près 2 milliards de personnes qui auront plus de 65 ans et plus de 450 millions d'octogénaires. Alors, on peut parler de la Chine et du Japon, on reparlera peut-être qui sont effectivement les plus anciens. On a une espérance de vie aujourd'hui, alors qui plafonne un peu dans les pays de l'OCDE, dans les pays développés. On est à peu près aux alentours de 83 ans, avec des inégalités aussi d'accès aux soins, d'accès à la nourriture saine qui sont un petit peu différents. Pour parler de la France, en 2035, on aura 31% de la population qui aura plus de 60 ans. Aujourd'hui, on n'en a que 25%. Donc vous voyez qu'on est sur un train qui est quand même en train d'augmenter globalement. On a par contre une chance, c'est qu'on a des vieux de plus en plus jeunes. Et ça, c'est prouvé par les études. On vieillit mieux physiologiquement, on vieillit mieux dans sa tête aujourd'hui. Et puis, on a des difficultés, des différences par pays. Par exemple, l'Europe, qui est un pays, un continent qui est en train vraiment de vieillir. Petit à petit, c'est quand même plutôt un effacement de l'Europe qui se trouve aujourd'hui, puisque on a aujourd'hui, l'Europe représente 12% de la population, on n'ira plus qu'à 5% en 2050. Et donc, on va manquer d'une population vieillissante, alors qui vieillit de plus en plus tardivement en France. Avec ce qu'on a mis en exergue dans notre travail de prospective, c'est quand même globalement un impensé de la société et entre autres un impensé de l'accueil de ce 3e, 4e, voire 5e âge, puisqu'on annonce en France un peu plus de 200 000 centenaires à l'horizon 2050, on en a à peine 30 000 aujourd'hui. On n'a pas les structures, on n'a pas le personnel. On a à peu près besoin de 250 000 ETP pour assurer le soin et le service à la personne et le maintien à domicile des personnes de plus en plus âgées. Et vous imaginez la différence en plus entre des réseaux très urbains et des réseaux moins urbains et entre autres en campagne. On manque de ce personnel-là. Ce personnel est aussi un personnel qui est extrêmement âgé aussi, qui va aussi partir en retraite et sur lequel on a très peu de relève derrière. Et on l'a dit tout à l'heure, Isabelle, le taux d'emploi des 55-64 ans en France, en 2024, il a atteint un record historique de 60,4%. Et donc, comment est-ce qu'on peut interpréter cette hausse et surtout le blocage aussi français qu'il y a en la matière? On est classé par une étude américaine 61e pays à avoir le plus de préjugés envers les seniors sur 68. Donc, vous voyez qu'on est très bas. On part de très très bas. Mécaniquement, on aura forcément une population qui va arriver plus massivement en entreprise parce que les mécaniques démographiques vont faire que, comme on a une baisse de la natalité depuis 2010 en France, on va perdre petit à petit cette arrivée sur le marché et cette baisse de la natalité, elle va commencer à se faire sentir dans 5 ans dans l'université. Au niveau des néo-bacheliers, on va avoir de moins en moins de jeunes qui vont rentrer dans le système post-bac et donc études supérieures. Donc on va avoir des creux d'arrivée sur le marché et au contraire des populations plus âgées qui vont être effectivement dans l'entreprise de plus en plus longtemps. Alors chez les cadres, c'est un peu particulier parce qu'on a des carrières un peu plus longues. On reste plutôt effectivement passé les 62, 63, voire 64 ans en entreprise, mais mécaniquement, on sera obligé de monter vers cette population-là, ce qui va poser plein de questions aux entreprises demain de faire avec une population de plus en plus âgée, parce que mécaniquement, comme on est pris dans cet étau entre vieillissement et baisse de la natalité, la population active qui est au milieu, les petit à petit, on va être vraiment plutôt dans un moment où on va être à la recherche de la population active, parce qu'elle sera effectivement très en sandwich entre ces deux phénomènes.
Laetitia Vito, quels sont les stéréotypes, vous en parliez à l'instant Isabelle, qui justement persistent sur les seniors au travail, en entreprise, que ce soit dans leur maintien en emploi ou au moment du recrutement? Le constat, on est tous face à ça, de dire qu'on va devoir travailler plus longtemps, mieux gérer des carrières longues et mieux valoriser toutes ces personnes avec des âges différents entre les taux, là, entre ceux qui ne naissent pas et ceux qui partent à la retraite et tombent dans l'inactivité. Et le problème par rapport à ça, c'est qu'en réalité, on est dans une société où il reste très difficile soit de conserver un emploi, un travail, soit parce qu'on ne veut pas de vous, on vous discrimine d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous êtes usé de manière prématurée avec des facteurs de pénibilité invisibles dans un travail qui n'est pas fait pour durer. Et donc à partir de là, pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a plusieurs gros chantiers qui sont comment créer des modalités de travail que l'on peut garder sur la durée, et puis de l'autre côté, comment mettre fin à tous ces préjugés et ces formes de discrimination qui empêchent les personnes à partir de... Alors quel âge ? À quel âge ça commence ? En fait, ça commence assez jeune. C'est là où on va voir qu'il y a un vrai décalage avec la réalité démographique. C'est que les cabinets de recrutement, par exemple, disent qu'ils ont du mal à caser notamment des candidates de plus de 45-47 ans sur le marché du travail, alors que ces personnes, souvent, ont encore 20 ans de carrière devant elles, surtout quand il s'agit des cadres. Donc on est dans quelque chose qui est complètement lunaire, complètement déconnecté de la réalité démographique. Donc à partir de cet âge-là, voilà, et puis finalement l'agisme concerne aussi les plus jeunes. Donc on voit qu'on met plus de temps, alors que les jeunes ne sont pas nombreux, à rentrer dans une carrière qui est stable, qui est pérenne, qui est valorisée. Donc on voit que cette fenêtre de tir, c'est comme avoir des enfants, hein, cette fenêtre de tir pour rentrer dans une bonne carrière, elle est tellement étroite qu'elle ne correspond en rien à une réalité démographique qui est celle en fait d'une énorme diversité d'âge et d'un énorme allongement de la vie, des modalités, etc. Donc au-delà des préjugés, il y a tout un changement de modèle dans le rapport entre l'âge et le travail, où on a quelque chose qui va se complexifier, s'allonger, et où il faudra arrêter de mettre en adéquation un âge précis avec des attentes en termes de on doit être là dans sa carrière, on doit être à tel poste, on doit faire ci ou ça. C'est vraiment la fin de l'adéquationnisme en général, la fin de cette linéarité de la carrière qui ne valorise que les gens qui ont tracé un sillon et qui n'ont jamais quitté leur voie jusqu'au bout de leur carrière. Ceux-là qui se trouvent encore dans des carrières valorisées et qui auront des bonnes retraites au bout du compte. Donc c'est pas que les préjugés, voilà, c'est tout un modèle qu'il va falloir repenser. On dit que les seniors coûtent cher, on dit que les seniors sont plus lents, qu'ils ont moins le cœur à l'ouvrage. Enfin, il y a des choses qui pèsent sur cette population. Absolument, notamment cette histoire de cherté. L'argument de la cherté des seniors, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'on voit que c'est un argument qui est beaucoup utilisé finalement pour un petit peu contourner l'argument agiste pur et dur qui consiste à dire je ne veux pas de vieux ou de vieille, qui est quand même un peu violent, peut-être pas bien toléré. Donc on dit non, mais c'est parce que vous êtes cher. Or, en fait, c'est pas tout à fait la réalité. En fait, on a une réalité qui est très complexe, où on a une partie des salariés qui ont une carrière linéaire, qui bénéficient de l'ancienneté et de la valorisation de l'ancienneté. Par exemple, si vous êtes fonctionnaire et que vous ne quittez pas la fonction publique, vous avez des grilles où vous évoluez de manière quasi systématique quand vous avancez en âge, et où en effet vous êtes plus cher quand vous avez 54 que quand vous avez 27. À poste égal. Et puis, vous avez beaucoup de gens qui ont des carrières faites de trous dans le CV, de ruptures, de transitions, de changements de carrière, etc. Majorité de femmes, vous en doutez, dans ce lot-là, qui, quand elles se retrouvent après 45 ou après 55 ans à devoir chercher un emploi, ne demandent pas du tout plus cher et pourtant sont discriminés. Donc l'argument de la cherté est faux pour une partie croissante de la population qui ne suit pas des carrières linéaires. Évidemment, on pourrait reprendre votre liste des préjugés dominants sur les seniors. On peut tous les abattre les uns après les autres. L'idée que, par exemple, les personnes de plus de 50 ans seraient moins à l'aise avec les outils numériques. Ça pouvait être vrai il y a 30 ans, où les premiers, les early adopters de certains de ces outils étaient plutôt les générations jeunes. Les cinquantenaires d'aujourd'hui ont tout mis en place dans les organisations et utilisent mieux les outils de bureautique que la génération Z et surtout les plus jeunes des générations Z qui n'ont utilisé pendant toute leur enfance
que le smartphone. Et vous évoquiez donc là le cas spécifique des femmes seniors. Je sais que l'association Force Femmes rappelle tous les ans qu'il y a soit des femmes trop jeunes pour pouvoir aller à la retraite, ou alors des femmes trop vieilles pour retrouver un emploi. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cette question-là, des femmes seniors. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors vous faites allusion au phénomène des NER, les personnes ni en emploi ni en retraite, qui sont hélas très nombreuses dans la société française. On estime qu'à partir de le milieu de la cinquantaine, on a à peu près 1 personne sur 6 qui est ni en emploi ni en retraite. 3 sur 5 sont des femmes, donc une majorité. Là, il y a tout un tas de cas de figure. C'est une zone grise un peu compliquée, ce phénomène des ni en emploi ni en retraite. On a des personnes qui sont usées physiquement, psychiquement, émotionnellement, qui ne peuvent plus tout à fait continuer à travailler normalement, donc d'une certaine manière, sont sortis du marché du travail pour tout un tas de raisons. Il y en a d'autres qui sont aidants. Et ça, ce phénomène de l'aidance, évidemment, va être amplifié par les tendances démographiques qui ont été décrites. Donc, on a des gens qui pourraient travailler, mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils sont absorbés par le soin qu'ils apportent à leurs aînés, à leurs conjoints, à leurs enfants en situation de handicap, etc. Et puis, on a des personnes qui ont été au chômage de longue durée, n'ont pas retrouvé d'emploi et dont les recruteurs ne veulent plus et qui finissent par quitter les statistiques, qui renoncent en quelque sorte, qui se reposent sur la solidarité familiale, sur la débrouille, sur l'entraide, qui sortent des statistiques. On a vraiment plein de différents cas de figure. Ce que ça illustre, c'est que c'est ça le défi majeur, c'est que finalement des centaines de milliers d'équivalents temps plein là pourraient être débloqués si on savait éviter ce phénomène d'abord et puis ensuite le combattre. Et que le déclin n'est pas pour tout de suite. Si on savait se donner les moyens à toutes les générations de travailler correctement une carrière complète. Alors parlons justement des moyens qui existent et qui émergent. On assiste à des efforts qui existent, qui émergent en matière de nouvelles législations et de cadres. Il y a le CDI senior, la loi du 24 octobre 2025, qui oblige les entreprises de plus de 300 salariés à faire entrer dans le dialogue social la question des seniors, que ce soit en matière de recrutement, de formation, de reconversion, de maintien en emploi, etc. etc. Est-ce que tous ces efforts peuvent donner quelque chose sans travailler d'abord quand même sur une formation des managers, des recruteurs à cette question des biais? Et deuxième question, qu'est-ce qui, selon vous, peut faire ses preuves en matière de réemploi et de redynamisation d'un travail autour de cette question? Alors, je pense qu'il y a tout un tas d'initiatives qui sont positives dans le sens déjà où on cherche à objectiver un certain nombre de phénomènes sur lesquels, par exemple, on n'avait même pas de chiffres il y a encore quelques années. Le fait, par exemple, aussi de se doter d'outils qui nous permettent de voir qu'un certain nombre de problèmes s'aggrave avec l'âge, des écarts hommes-femmes, un certain nombre d'inégalités deviennent pires au fur et à mesure qu'on avance en âge, et que si on commence à croiser le prisme de l'âge et le prisme du genre, il y a des choses qui deviennent énormes comme le nez au milieu de la figure, des choses qu'on arrive à voir et qu'on n'arrivait pas à voir. Donc, dans ce sens, déjà commencer par se doter d'outils qui vont nous permettre d'objectiver des choses qu'on n'était pas capable d'objectiver, qui vont pouvoir permettre de contester, mais aussi de mesurer, mais aussi d'avoir des exigences ou des attentes à tous les niveaux, qu'il s'agisse de recrutement, qu'il s'agisse de promotion, se doter de ce qui nous permettra de mettre en place un index et de suivre ce que font les entreprises en termes de recrutement, de production, de promotion, d'opportunités données, etc., c'est déjà une très bonne chose. Donc, c'est une première étape. En même temps, oui, il y a tout ce chantier, effectivement, d'acculturation qui, comme je dis, n'est pas qu'une question de préjugés. Les préjugés et les biais, c'est effectivement un énorme sujet, mais il n'y a pas que ça. C'est tout le biais par rapport à ce qu'on imagine être une carrière idéale et à ce qu'on imagine être un profil idéal. Profil idéal, c'est la personne qui a X années d'expérience et pas une de plus, qui a exactement le bon diplôme, qui n'a pas eu de trou dans le CV, qui n'a pas fait de sortie de route. Et on voit que cette idée ou cette attente du profil idéal, qui en soi n'est pas forcément, terriblement agiste, sexiste, etc., en fait, elle est agiste et sexiste parce qu'elle exclut des personnes qui vont avoir X plus 20 années d'expérience. Elle exclut les personnes qui ont X moins 5 années d'expérience. Elle exclut les personnes qui n'ont pas le bon diplôme, etc., ce qui correspond à la majorité des personnes, puisque tout le monde est atypique.
L'autre point, c'est comment. Enfin, il y a un autre choc qui est le choc technologique. Et donc, comment, compte tenu de ces deux chocs, à la fois technologiques et démographiques, est-ce qu'on peut repenser le travail pour inclure tout le monde? Isabelle, je sais que vous avez fait un travail de benchmark sur ce que font les autres pays concernés. Tout à fait. On est allé regarder ce que faisaient par exemple la Chine et le Japon, qui sont déjà deux pays qui sont extrêmement vieillissants. Alors la Chine a relevé pour la première fois depuis les années 50 l'âge de départ à la retraite, donc qui a augmenté aujourd'hui à 63 ans pour les hommes et 58 ans pour les femmes. C'était à 55 ans pour les femmes. Donc c'est pour eux un changement énorme parce que la population de la Chine est quasiment divisée par deux à chaque génération. D'abord du fait de la politique de l'enfant unique, même si aujourd'hui il y a une relance gouvernementale de la natalité. Bon, c'est comme toutes les politiques natalistes dans tous les pays de l'OCDE aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il y a une augmentation aussi de la classe moyenne en Chine qui fait que les femmes accèdent là pour le coup au marché du travail. Donc du coup, là aussi, la natalité recule de ce niveau-là. Et effectivement, sur ce pays, alors il y a en plus en Chine un phénomène un petit peu particulier de consécration aussi au travail, puisqu'on peut aussi continuer à travailler jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans. Ça fait partie effectivement de la culture chinoise, comme ça fait partie de la culture japonaise, d'être très dédié au bien commun, au sens de la société. Donc on a aussi une éthique, une manière de voir, une culture aussi très différente qui est quand même très dédiée aux autres. Donc c'est le cas aussi au Japon. Et c'est deux pays aussi qui, pour le coup, ont fait énormément et ont énormément investi depuis de nombreuses années, bien évidemment, dans l'automatisation et dans la robotique, qui est une des réponses possibles à ce vieillissement de la population et à cette baisse de la natalité, cette contraction des actifs. Et ces deux pays donc, ont beaucoup augmenté le nombre de robots qu'on peut trouver dans des services à la personne, dans l'accompagnement, dans l'aide à domicile. Et d'ailleurs, c'est un des scénarios de prospective que nous, on avait imaginé à l'APEC, justement, pour se dire demain, dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, comment demain avoir suffisamment de personnel pour accompagner et puis pour avoir une relation humaine qui soit de qualité avec des personnes de plus en plus vieillissantes, donc potentiellement plus dépendantes. On avait effectivement imaginé de se dire, demain, on pourrait aussi avoir des infirmières qui deviennent des roboticiennes. On avait créé le personnage d'Émilie, infirmière roboticienne, qui refait une formation particulière à l'IFSI pour piloter une batterie de robots qui l'accompagnent pour faire des tâches, d'aller apporter à boire, apporter à manger, faire du ludo-éducatif avec des personnes âgées, de manière à pouvoir dégager une partie du temps vers un vrai métier relationnel qui est le métier d'infirmière et le métier du soin. Donc c'est effectivement quelque chose que des pays vieillissants ont déjà imaginé. Alors on a un avantage, c'est qu'on a vu arriver les intelligences artificielles génératives qui peuvent effectivement du coup pousser en tout cas la capacité de parler avec un robot. Puis on voit que la robotique s'humanoïde de plus en plus, donc elle commence à quitter les usines pour aller vraiment s'installer dans la population et on commence à avoir les premiers robots ménagers qui commencent à arriver aux États-Unis et qui pourraient aussi, du coup, seconder grandement les femmes pour qu'elles puissent se consacrer davantage aussi à leur carrière professionnelle et avoir peut-être une véritable égalité de tâches ménagères. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Notre émission s'achève déjà. Je vous remercie 1000 fois toutes les deux. Isabelle Gire, donc responsable prospective à l'APEC, et Laetitia Vito, autrice conférencière, autrice notamment de Là tout âge chez Erol, que nous recommandons très chaleureusement. Merci également Marie Larsonneau d'être parmi nous. Inclusion for Change vous prépare de très beaux épisodes pour l'année 2026. Et en attendant la rentrée, je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et tous. À très bientôt.